Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 27e webinaire Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans. Nous sommes reconnus d'intérêt général et nous accompagnons tous les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi. Nous sommes composés de chefs d'entreprise, d'experts métiers, de bénévoles et nous soutenons tous les entrepreneurs, qu'ils soient en société, TPE, PME, avec ou sans salariés, indépendants, freelance ou en micro-entreprise et sans limite de temps ni aucun critère de sélection. Et nous sommes présents donc en France, mais également France métropolitaine, mais également en Outre-mer, à la Martinique et à l'île de la Réunion. Voilà, la plateforme de webinaire française qui s'appelle Livestorm, je pense que maintenant vous commencez à connaître, mais on va quand même refaire un petit tour pour nos nouveaux visionnautes. Donc sur la partie droite de votre écran, vous avez deux onglets, chat et questions. Chat, c'est pour discuter entre vous, et questions, c'est pour poser vos questions. Donc, n'essayez de pas trop poser, enfin, ne pas poser vos questions dans le chat, sinon après, elles vont être perdues. Pour poser les questions, vous avez le bouton, et vous pouvez également voter aux questions des autres, si vous les trouvez pertinentes. Donc, vous cliquez sur le petit chiffre, la petite flèche à côté de la question, ça vous fait un vote, et si vous recliquez dessus, par contre, c'est annule votre vote. Des petits problèmes techniques, vous avez un lien tout en haut de votre écran. Voilà, donc aujourd'hui, après, nous allons terminer une série de webinaires sur les solutions avant et pendant le tribunal de commerce, avec aujourd'hui donc l'administrateur judiciaire. Alors, qui est-il? Quel est son rôle? À quel moment il intervient? Quelles sont ses compétences, ses prérogatives? Et si tout simplement il était là pour nous aider. Oui, bien sûr, parce qu'on en a peur un petit peu de l'administrateur judiciaire. Alors, qui mieux qu'un administrateur judiciaire pour répondre à toutes ces questions? J'ai donc le plaisir d'accueillir Charlotte Faure. Bonjour Charlotte. Bonjour William, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Charlotte, donc pour nous expliquer votre métier et pour peut-être balayer un peu tous les a priori. Donc Charlotte, première question, c'est quoi un administrateur judiciaire? Alors écoutez, c'est une profession qui est méconnue. Administrateur judiciaire, c'est une profession qui fait peur, vous l'avez dit. Et donc, je vais tenter de vous donner quelques repères pour comprendre dans quel état d'esprit nous intervenons dans les dossiers. D'abord, je dirais que les administrateurs judiciaires, on a une centaine en France. Et notre ADN, c'est d'accompagner la crise, c'est d'accompagner la sortie de crise, de trouver des solutions pour permettre à l'entreprise de survivre à ces difficultés. Et donc, je dirais que, pour le dire simplement, l'administrateur judiciaire, c'est le spécialiste de la crise, de la gestion des biens d'autrui en situation spéciale, en situation sensible. Et il a pour cela plusieurs casquettes. Il a une casquette qui est bien connue, celle d'accompagner les entreprises en sauvegarde et en redressement judiciaire. Et puis, il a une casquette d'accompagnant confidentiel, 100% confidentiel. Là, j'évoque les procédures de conciliation et les procédures de mandat ad hoc, qui sont des procédures ouvertes par un président de juridiction et non pas par un tribunal. Et ça fait toute la différence, puisqu'alors, la procédure amiable est 100% confidentielle. Donc, peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, comment un administrateur judiciaire intervient dans un cadre de conciliation ou de mandat ad hoc. Alors, dans ce volet purement amiable de procédure, il faut qu'un message passe de la façon la plus claire possible, c'est que le chef d'entreprise, il demeure 100% capitaine de son entreprise. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur n'a aucun rôle opérationnel à jouer, ce n'est pas son métier. Il est là pour réunir les bonnes personnes autour de la table des négociations et parvenir à rythmer les discussions pour arriver à un accord qui permette d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, le dirigeant, le chef d'entreprise, il maîtrise de A à Z ce processus. Il est le seul à pouvoir solliciter l'ouverture d'une conciliation. Il est le seul à pouvoir solliciter l'ouverture d'un mandat ad hoc. Et il peut en demander la fin à tout moment. Toutes les décisions stratégiques sur le plan du déroulé des négociations sont en lien avec le mandataire ad hoc ou le conciliateur qui n'a pas d'initiative sans le chef d'entreprise. Donc là encore, une maîtrise du process. Une fois que j'ai dit ça, il faut bien comprendre dans quel sens intervient le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Le conciliateur, il vient pour engager sa crédibilité professionnelle dans l'identification et la négociation d'une solution. Donc,
son rôle, c'est de venir recréer de la confiance entre les parties en partageant un diagnostic sur la base de données objectives. Donc, ça peut susciter pour les dossiers de taille importante l'intervention d'un cabinet tiers, par exemple, pour avoir ensemble un constat objectif sous les yeux, duquel va découler la solution. Et donc, cette première phase de diagnostic est essentielle. La deuxième phase, ce sera d'en établir la solution de conciliation qui sera la bonne pour répondre au diagnostic posé. Une troisième phase, ce sera la phase de négociation de cette solution. Et la quatrième phase, ce sera la phase d'implémentation de la solution. Et dans tout ça, le mandataire ou le conciliateur que nous sommes tenus de venir garantir la transparence du processus et de parvenir à trouver un accord qui soit équilibré pour toutes les parties. Équilibré pour toutes les parties, ça ne veut pas dire qu'il y aura une partie qui fera plus d'efforts que l'autre. Il faut que les efforts soient équilibrés. Et donc, j'insiste pour dire que le mandataire ad hoc ou le conciliateur, son indépendance est systématiquement en jeu et il n'est ni le conseil du dirigeant, ni le conseil de l'actionnaire, ni le conseil des salariés, ni le conseil d'autres créanciers. Il intervient avec sa casquette de professionnel de la crise pour aider à trouver une solution dans l'intérêt et pour assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà son angle de vue dans les discussions. Et je dirais enfin pour finir que le principal atout et levier du conciliateur ou du mandataire ad hoc, c'est d'être un peu le maître du temps. Parce qu'il aura une mission qui sera limitée dans un temps donné par le président de juridiction. Et donc, il pourra rythmer les discussions, ce qui est un vrai facteur clé de réussite. Et là-dessus, je voudrais juste rappeler qu'on a d'excellents résultats en amiable parce que, en fait, la seule présence d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc indique qu'il faut trouver un accord. Parce que sinon, c'est la pérennité de l'entreprise qui n'est pas assurée. Et donc ça, c'est une très bonne motivation pour tous ceux autour de la table pour trouver une solution. Donc, on a d'excellents résultats et qui évitent bien souvent des mesures plus lourdes que sont les procédures judiciaires. Donc, je viens rapidement sur le rôle de l'administrateur judiciaire sous la casquette des procédures collectives, donc qui n'a rien à voir, si je peux dire, avec les procédures amiables dont je viens de parler. Procédure amiable 100% confidentielle, procédure judiciaire, là, c'est différent, c'est la grosse machine. Procédure publique, mais la contrepartie, que ce soit des procédures publiques, c'est qu'on a des leviers absolument inédits en sauvegarde ou en redressement judiciaire, des outils de gestion qu'on n'a nulle part ailleurs pour aider l'entreprise à s'en sortir. Donc, en procédure collective, l'administrateur judiciaire, il va intervenir selon une mission qui va être graduelle. En sauvegarde, par exemple, vous n'avez que deux possibilités. Soit une mission de pure surveillance, qui veut dire en fait que l'administrateur judiciaire est aux côtés de l'entreprise, fait le lien avec le tribunal, mais n'a pas de véritable rôle à jouer dans l'activité courante. Et parfois, à titre plus rare, en sauvegarde, on peut avoir une mission d'assistance. Et cette mission d'assistance, la partie la plus visible, c'est que nous, administrateurs judiciaires, nous sommes amenés à contresigner les règlements de l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie contrainte pour le dirigeant, mais ça permet, si vous voulez, de reconstruire une relation de confiance avec les partenaires par l'intervention, là encore, d'un tiers. Donc c'est en fait très bénéfique et ça permet de ressusciter de l'adhésion au projet de l'entreprise. Donc, en sauvegarde, le message à retenir, c'est que l'administrateur judiciaire ne remplacera jamais le chef d'entreprise. La mission de simple surveillance est très légère. La mission d'assistance a un impact plus visible qui est la contre-signature des règlements. Et en redressement judiciaire, la mission minimale que nous avons, c'est la mission d'assistance, donc de contre-signature des règlements. Et dans des cas rarissimes, nous prenons les pleins pouvoirs, mais ce sera des cas où il n'y aura plus de direction, une vacance de la direction, ou alors des malhonnêtetés avérées qui ont nécessité notre intervention. Donc, je ne m'appesantis pas là-dessus parce que c'est le cas pathologique qui est traité par la mission de représentation. Le 99% du redressement judiciaire, c'est en mission d'assistance avec cet impact sur la contre-signature des règlements.
Enfin, pour que vous compreniez bien comment l'administrateur judiciaire appréhende ces dossiers, il faut se dire que la procédure collective est pensée comme un processus qui va de l'ouverture, qui crée une bulle d'oxygène pour l'entreprise, puisque les dettes sont gelées, les poursuites sont interdites, et donc ça, c'est une bulle d'oxygène qui soulage énormément les chefs d'entreprise. Et en fait, cette procédure s'ouvre avec ces leviers-là, et s'ouvre sur une première période qui va être là encore une période de diagnostic. Et donc, la plus-value de l'administrateur judiciaire à ce moment-là de la procédure, c'est de venir établir un diagnostic. Il établit ce qu'on appelle un bilan économique, social et environnemental, qui lui permet notamment, à l'appui des chiffres de l'entreprise, de comprendre les difficultés de l'entreprise et de dégager les pistes de redressement. Bien sûr, la vision du chef d'entreprise est essentielle à ce moment-là parce que c'est lui qui connaît son entreprise. Et donc, ça permet un échange sur le diagnostic et un échange sur les pistes de redressement qui va permettre de dessiner la feuille de route des prochains mois de la procédure collective. Donc, première étape, on ouvre, on souffle. Deuxième étape, on fait le diagnostic et on fait un diagnostic commun. Et l'échange permet parfois à l'administrateur judiciaire de faire prendre conscience de certaines difficultés qui sont difficiles à admettre pour un chef d'entreprise, mais dans l'autre sens. Évidemment que l'administrateur ne se substitue pas au dirigeant. Le dirigeant a la connaissance de son entreprise et c'est lui qui va donner les axes et la stratégie de redressement. Une fois qu'on a fait ça, on a en fait établi quelles vont être les pistes de redressement à mettre en œuvre. Concrètement, ça peut être de mettre en œuvre une restructuration sociale. Ça peut être de diversifier sa clientèle. Ça peut être de rompre certains partenariats, de fusionner certains sites, de conquérir un nouveau segment d'activité. Là où l'intervention de l'administrateur judiciaire est bénéfique dans les dossiers pour le chef d'entreprise, en tout cas de ce que je constate, c'est notamment sur la partie de la restructuration, de la gestion sociale et de la restructuration sociale. En redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire mène la restructuration sociale. C'est lui qui négocie le PSE, c'est lui qui met en œuvre les licenciements. Donc en redressement judiciaire, cette partie-là, qui pourrait bien souvent faire l'objet de l'intervention d'un conseil extérieur, est prise en charge par l'administrateur judiciaire. Donc ça, on constate vraiment dans les dossiers que c'est un grand soulagement et ça a le mérite de faire là encore intervenir un tiers qui va pouvoir venir en fait faire le lien avec les équipes, expliquer le projet, expliquer les contraintes, expliquer les enjeux, expliquer le calendrier et donc recréer de l'adhésion autour du projet. Et c'est indispensable parce que tous les chefs d'entreprise qu'on a autour de cette réunion savent très bien que sans les équipes, on n'arrive à rien. Donc, ressusciter l'adhésion du corps social, c'est aussi un des leviers du redressement judiciaire au travers de l'intervention de l'administrateur judiciaire. Enfin, vers quoi on se dirige une fois qu'on a dit tout ça? Donc, on a fait le diagnostic, on a mis en œuvre les mesures de restructuration. Quel est le sens de ces efforts? En fait, la procédure collective est construite pour permettre d'aboutir à un plan de remboursement des dettes. Un plan de remboursement sur une durée maximum de 10 ans. En sauvegarde, c'est c'est l'unique voie. C'est-à-dire qu'en sauvegarde, on ne peut sortir qu'avec un plan de remboursement de ses dettes. Ça s'appelle un plan de sauvegarde. En redressement judiciaire, il y a deux voies possibles, il y a deux issues possibles en plan. Vous avez le plan de continuation, qui est là aussi un plan d'appurement, puis vous avez le plan de cession. Le plan de cession, ça consiste en fait à céder les actifs et à les faire exploiter par un autre exploitant. Donc ça implique que le dirigeant sort. Et cet outil-là, il est subsidiaire, c'est-à-dire que ce n'est que dans l'hypothèse où on ne sait pas faire de plan de remboursement des dettes que l'on va s'orienter vers un plan de cession. Donc c'est subsidiaire. Donc ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'en redressement judiciaire, la priorité est donnée au chef d'entreprise pour continuer avec son entreprise. C'est une priorité légale. Et donc, nous, administrateurs judiciaires, on n'a aucunement la possibilité de se délier de cette priorité qui est donnée aux dirigeants. En revanche, si on constate que le niveau de rentabilité de l'entreprise ne permettra pas de rembourser les dettes, alors on va orienter vers un plan de cession. Ou encore, un autre cas de figure,
on se rend compte que pendant la période d'observation, l'entreprise va manquer de cash, de trésorerie pour continuer à financer ses activités, alors là aussi, il y a urgence à passer sur la recherche d'un repreneur. Et cette recherche d'un repreneur est mise en œuvre sous la responsabilité de l'administrateur judiciaire, qui va rechercher des repreneurs, négocier ses offres pour essayer de les améliorer au mieux possible, parfois de les combiner. Et tout ça, évidemment, avec l'aide du chef d'entreprise qui va faire en fait un constat objectif, c'est-à-dire qu'on est quasiment, enfin, de façon exceptionnelle parfois en désaccord, mais l'essentiel du temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on n'a pas la rentabilité pour faire un plan de remboursement, le chef d'entreprise va convenir de la nécessité de céder. Et parfois même, c'est plus rare, mais parfois on a des dirigeants qui ne veulent pas aller chercher un plan de continuation parce qu'ils sont lassés et parce qu'ils préfèrent la voie de la cession. Ça arrive aussi, mais c'est assez rare. Ce que je peux vous dire, enfin, c'est que l'intervention des administrateurs judiciaires a un coût. Je pense que c'est important d'en parler. Ce coût-là, il est légal. C'est-à-dire qu'on obéit, nos honoraires obéissent à un barème légal qui est progressif et qui est fait pour s'harmoniser aux possibilités de l'entreprise. Donc, on a un barème qui va être fondé sur le chiffre d'affaires, sur l'effectif de l'entreprise à l'ouverture. Et pour les diligences accomplies au titre de la période d'observation, nos honoraires vont être fixés au regard, là encore, du chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'observation. Donc, c'est un moyen de trouver une péréquation entre les moyens de l'entreprise et le coût de l'administrateur judiciaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pourrais en parler très longtemps, donc arrêtez-moi, William, et peut-être aborder d'autres points plus précis. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Alors justement, vous avez répondu à une question concernant justement la rémunération. Comment se rémunère l'administrateur judiciaire, demande Eric. Donc, il y a un barème qui est fixé, mais alors qui rémunère l'argent vient d'où et comment voilà. C'est l'entreprise qui reverse l'argent? Oui, c'est l'entreprise, bien sûr, qui supporte ces honoraires-là. Et c'est le tribunal qui fixe le montant des honoraires. Donc, on ne peut facturer ces honoraires qu'une fois que le tribunal a vérifié qu'on avait fait une correcte application du barème légal. Très bien. Une question d'Emmanuel. Le mandataire ad hoc intervient-il seul ou est-il accompagné de spécialistes? Alors, le mandataire ad hoc sur son pan de mission, c'est-à-dire celui de réunir les bonnes personnes, de rythmer les discussions, de rechercher un accord, il intervient seul, avec son équipe bien sûr. Mais le dirigeant qui va se diriger vers un mandataire ad hoc, il va venir avec ses conseils habituels. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas exclusif, ce n'est pas soit les conseils habituels, soit le mandataire ad hoc. C'est une équipe qui se forme autour de la conciliation ou du mandat ad hoc. Donc, c'est avec les conseils habituels de l'entreprise que le dirigeant vient voir un mandataire ad hoc. Très bien. S'il vous plaît, messieurs, dames, merci de mettre vos questions dans l'onglet questions tout en haut de votre écran à droite. Vous cliquez sur questions et vous posez cette question, vous écrivez votre question ici parce que sinon elles vont se perdre dans le chat. Donc avant qu'elles se perdent, je vais tout de suite vous poser la question, Charlotte, de Michel. Lors d'une procédure d'appel d'un jugement de liquidation prononcé par le tribunal de commerce, à défaut de présence physique de l'entrepreneur lors de l'audience, le liquidateur judiciaire est-il maintenu dans son rôle et fonction en cas de suspension provisoire des effets de la liquidation judiciaire? Alors, je pense que la question est tellement technique que chacun comprendra que je ne vais pas me prêter à une consultation juridique en direct. Je ne vais pas qualifier pour ça. Je pense que cette personne a tout intérêt à se faire peut-être assister, demander une réponse à un avocat, mais la liquidation judiciaire, elle est particulière en ce sens que l'activité est arrêtée et que le mandat du dirigeant cesse, sauf pour les besoins de la procédure. Donc, j'allais dire que si le liquidateur est présent, normalement, il représente les intérêts de l'entreprise, donc il n'y a pas d'enjeu à ce que le représentant initial ne soit pas là.
Mais encore une fois, je réponds modestement parce que je ne suis pas sûre d'avoir même compris le sens de la question. Ouais. Bon. Alors, qui vous nomme comment est choisi l'administrateur judiciaire? Alors, en amiable, donc en conciliation et en mandat ad hoc, c'est le dirigeant qui choisit. Il demande la désignation d'un tel au président de tribunal qui va rendre une ordonnance désignant la personne demandée. En sauvegarde et en redressement judiciaire désormais, le chef d'entreprise a la possibilité de demander tel ou tel administrateur judiciaire à la juridiction. La juridiction peut suivre ou pas. Et ensuite, en l'absence de demande spécifique du chef d'entreprise, c'est le tribunal qui choisit quel administrateur judiciaire il va faire intervenir. D'accord. Pour répondre dans le chat de Yo-Yo, YO, nouveau, donc bienvenue Yo-Yo. Où peut-on trouver tous les webinaires en replay, s'il vous plaît? Eh bien, mon cher Yo-Yo, à la fin de ce webinaire, ce soir ou peut-être demain, vous recevrez un email avec le lien pour revoir ce replay, et vous verrez également le lien pour revoir tous les replays de Second Souffle. Alors, autre question de Christian. Alors, quelles formations ou quelles compétences devez-vous avoir? Comptabilité, gestion financière, stratégie métier, marketing, management ou autre chose? Et comment choisir parmi les 100, exclusivité territoriale? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions dans une question. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc, quelles sont les compétences de l'administrateur judiciaire? C'est un spécialiste à la fois de la finance d'entreprise et du droit des entreprises en difficulté. Donc, ça appelle une double formation en comptabilité et analyse financière et en droit. Vous avez différents types de formations initiales parmi la centaine de professionnels. Vous avez beaucoup d'administrateurs judiciaires qui sont issus de formations type expertise comptable, beaucoup d'écoles de commerce et d'autres sont juristes. Pour ma part, j'ai une formation d'avocat et que j'ai complété sur les volets d'analyse financière qui sont absolument indispensables. On ne fait pas ce métier sans mettre les mains dans le cambouis, dans les chiffres. Ensuite, comment choisir? J'allais vous dire, d'abord, pour répondre à la question de l'exclusivité territoriale, les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale qui porte bien son nom, c'est-à-dire que il n'y a pas de notion de rattachement territorial. On est inscrit sur une liste nationale et on peut intervenir partout. Ensuite, comment choisir? J'allais vous dire, c'est vos conseils habituels qui vont connaître, qui vont peut-être vous amener à consulter un professionnel plutôt qu'un autre en fonction de la typologie de dossier, en fonction de la nécessité du dossier, etc. Et le tribunal, si vous n'avez fait aucune demande, procédera à la désignation d'un professionnel. Voilà. Dans la dernière hypothèse, il n'y a pas de choix qui est opéré. C'est le tribunal qui décidera. Une question de Havana. Quels sont les critères pris en compte par l'administrateur pour faire le choix d'un repreneur? Alors, d'abord, attention parce que l'administrateur judiciaire n'est pas décisionnaire. L'administrateur judiciaire, c'est celui qui met en état les offres d'être présentées au tribunal. Ce n'est que le tribunal qui est décisionnaire à la fin de quelle offre va être arrêtée. Et pour le décider, il a bien évidemment un cadre légal et les objectifs de la loi sont, le niveau de pérennité des activités reprises. Est-ce que l'offre tient la route sur le plan industriel et financier? Est-ce qu'elle va être financée et ne pas devenir défaillante juste après l'arrêté du plan de cession? 2, évidemment, le niveau de maintien de l'emploi. Et 3, le niveau d'appurement des dettes au travers du prix de cession. C'est-à-dire que le prix de cession va revenir au créancier de la structure d'origine. Voilà, donc il y a 3 critères qui sont pris en compte. Et donc les tribunaux ordonnent la cession à tel ou tel repreneur en considération de qui est le mieux disant sur le regard de ces 3 critères.
Donc, c'est le mandataire qui choisit le meilleur repreneur, mais c'est le tribunal qui décide. Alors, non. D'abord, c'est l'administrateur qui intervient, pas le mandataire. Ah, pardon. L'administrateur met en état toutes les offres. Il ne lui revient pas du tout de présélectionner des offres. Donc, il va instruire toutes les offres qu'il reçoit pour les présenter au tribunal. Et donc, le tribunal sera le juge à la fois de la recevabilité des offres, mais aussi de leur bien fondé et de leur substance. Oui, moi, je voulais dire administrateur, j'ai dit mandataire. Ça arrive. Manuel, de nouveau, comment le mandataire judiciaire apprécie la rentabilité de l'entreprise? Alors, l'administrateur et pas le mandataire. Donc, oui, l'administrateur, en fait, se baser sur les prévisions de l'entreprise, des prévisions qui vont être établies en interne ou avec un expert comptable ou avec un cabinet de conseil financier. Et puis, cette rentabilité, si vous voulez, quand on reçoit des prévisions, ce qu'on regarde, c'est on demande les hypothèses sur lesquelles elles reposent. Hypothèses en termes d'activité, hypothèses en termes de structure de charge, et puis on en déduit une capacité d'autofinancement qu'on rapporte au niveau du passif à rembourser. Alors, vous en avez parlé au début, Charlotte, une question d'Éric, l'administrateur peut-il imposer la cession? Alors, oui, parce que c'est son rôle de basculer sur la recherche d'un repreneur quand il n'y a plus d'issue possible par voie de continuation. Ce serait une faute pour l'administrateur de ne pas le faire. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, que s'il y a un plan de continuation sérieux qui est à l'ébauche, qu'il y ait une contradiction entre le dirigeant et l'administrateur judiciaire. Les chiffres, encore une fois, parlent d'eux-mêmes. Donc, le cas de figure où il y ait une divergence de vue entre l'administrateur et le dirigeant, c'est extrêmement rare. Très bien. Alors, une question de Anne. Le mandataire est le maître du temps. Pouvez-vous nous donner des exemples d'interventions l'illustrant? Ah, alors là, on parle du mandataire ad hoc. Ah, et peut-être même qu'avant, la question d'avant, on parlait du mandataire ad hoc. Donc, si jamais la question d'avant était est-ce que le mandataire ad hoc peut imposer une cession? Non, pas du tout. Et donc là, en quoi le mandataire ad hoc est le maître du temps? En fait, je vais vous donner un exemple concret. Dans un de mes dossiers actuellement, j'ai une mission de 4 mois. Bon, cette mission de 4 mois devait me permettre, en tout cas de permettre à l'entreprise, de réunir ses banques pour arriver à un accord. Un accord de quoi? Un accord de rééchelonnement dans le temps des crédits. Parce que la rentabilité de l'entreprise ne permettait pas d'honorer les échéances initiales. Eh bien, quand je vois le délai de 4 mois arriver, je dis à mes interlocuteurs, attention, il faut qu'on ait une avancée significative dans nos discussions pour aller être autorisé par le président à proroger d'un mois ma mission, par exemple. Donc, en fait, maître du temps, ça veut dire que on ne peut pas considérer comme acquis une procédure amiable. Une procédure amiable, ça se mérite. Une procédure amiable, il faut des avancées entre les participants pour avoir le droit de proroger, par exemple. Ou alors, si on est au bout de la durée maximale, eh bien, ça permet de dire à mes interlocuteurs, attention, on va arriver proche de la limite, et donc il faut qu'on trouve un accord dans ce délai qui nous reste là. Et donc ça, c'est un facteur temps très, très important. C'est vraiment un facteur clé de réussite. On le constate dans tous nos dossiers. Et donc, justement, à propos de dossiers, on nous demande, un administrateur judiciaire, il gère combien de dossiers en même temps? Ah, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, on a beaucoup de dossiers en cours, tout simplement parce qu'on a des dossiers qui sont plus anciens, qui demeurent sur certains volets, mais qui ne sont pas très actifs. Et puis après, à côté de ça, on peut avoir un seul gros dossier qui peut absorber toute la bande passante. Donc, j'allais dire, on en a plusieurs dizaines, évidemment. Et on en a de tous les types, c'est-à-dire qu'on peut, comme je vous le disais, on a plusieurs casquettes, donc on va intervenir sur de l'amiable, donc on va avoir nos quelques dossiers en amiable, on va avoir nos quelques dossiers en judiciaire, on va avoir des suivis d'exécution des plans, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez arrêté un plan, et bien ce plan,
doit être exécuté et vous avez besoin ce qu'on appelle un commissaire à l'exécution du plan qui va venir répartir l'argent aux créanciers du plan. On a même une casquette en matière de copropriété et de société civile où on va venir intervenir comme administrateur provisoire, par exemple, d'une société civile ou d'une copro. Donc, toutes ces casquettes et tous ces dossiers, on les suit en parallèle avec évidemment des équipes, des collaborateurs qui viennent épauler et avec qui on travaille en parallèle sur des tas de dossiers tous les jours. Ouais. Bon, alors une question, oui, je pense peut-être avoir la même réponse que tout à l'heure, mais bon. L'établissement d'une transaction directe entre l'entrepreneur et les créanciers, selon un échéancier et un calendrier adapté, est-elle possible sans l'aval ou l'intervention du liquidateur mandataire judiciaire? Alors, je pense que là, il doit y avoir une confusion dans la question parce qu'en fait, au stade de la liquidation, il n'y a plus de raison de vouloir négocier un moratoire puisque par hypothèse, l'activité est arrêtée et le passif est déclaré. Donc, je ne suis pas certaine de comprendre le sens de la question. Bon. Je n'avais pas tout compris non plus, mais bon. Alors, une autre question de Jean-Pascal. Dans le cadre d'un redressement judiciaire, comment l'administrateur judiciaire apprécie-t-il les offres de reprise? Est-ce la stratégie proposée? Comment va-t-il préconiser au tribunal plus tel dossier que tel autre? Il n'en a pas répondu à cette question-là. Oui. Alors, en fait, on peut tout à fait transposer la réponse que j'ai faite sur le choix du tribunal parce que nous, en tant qu'administrateur judiciaire, donc je l'ai dit, on recueille les propositions, on les met en état d'être présentées au tribunal et le jour de l'audience, on émet un avis. Donc, on se positionne en faveur de telle ou telle offre. Et cet avis qu'on formule, on le formule au regard des critères légaux. Donc, en tant qu'administrateur judiciaire, on va recommander au tribunal d'adopter la solution A parce qu'elle est la mieux disante au regard des critères de pérennité de l'activité, de sauvegarde de l'emploi et de contribution à l'apurement des dettes. Ouais. Très bien. Concernant la confidentialité, est-ce que le mandataire a un impact sur les cotations Banque de France ou d'assurance crédit qui génèrent des conséquences immédiates sur la trésorerie des entreprises? Alors ça, c'est une excellente question parce que c'est un vrai sujet. On lutte véritablement pour éviter que l'engagement de discussion amiable provoque une décote au niveau de ces indicateurs, tout simplement parce que telle ou telle partie à la discussion serait par ailleurs si on a un crédit bailleur et que ce crédit bailleur a par ailleurs des activités de banque et que cette banque remonte l'ouverture d'une conciliation, ben là, c'est un bris de confidentialité, par exemple, qui peut être préjudiciable. Donc, nous, on fait des rappels, on rappelle que cela n'est pas possible et puis surtout, on met les gens autour de la table pour leur dire « Attention, ce que vous êtes en train de faire va préjudicier nos négociations ». Et donc, ces manquements à la confidentialité par le biais de la décotation, on n'a pas de prise directe dessus, mais en tout cas, on intervient systématiquement pour rappeler que ce n'est pas possible. On ne vous entend plus? Ouais, pardon. Excellente question de Annelise qui nous dit, puisqu'on en parle, quelle est la différence entre un administrateur et un mandataire? Vous avez raison, j'aurais dû le dire. Donc, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, vous avez compris, ils n'interviennent qu'en procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation. L'administrateur, c'est celui qui est aux côtés du chef d'entreprise, aux côtés de l'entreprise. Le mandataire judiciaire, c'est le représentant des créanciers. C'est celui qui va réunir entre ses mains toutes les déclarations de créances des créanciers de l'entreprise et qui va s'occuper aussi des créances salariales. Bien, c'est clair. Quel accompagnement du repreneur choisi par le tribunal? Alors, une question de Jean-Pascal. L'administrateur judiciaire peut-il faire appel et obliger le dirigeant à faire appel à un manager externe pour gérer l'entreprise en attendant la décision du tribunal? Si oui, dans quel cas le fait-il? Je pense que ça doit faire écho à une situation particulière. L'administrateur judiciaire qui forcerait l'intervention d'un manager de crise, non, je ne l'ai pas vu ça. Non, je ne le pense pas. D'accord.
Bon, on me pose une question sur le mandataire ad hoc, mais on verra peut-être à la fin si on a du temps. Une question de Alban. Est-ce qu'un administrateur judiciaire peut aussi exercer en tant que mandataire judiciaire? Alors, non, parce qu'en réalité, la profession d'administrateur et de mandataire judiciaire résulte d'une scission de la profession de syndic en 85. Au départ, les syndics regroupaient les deux fonctions et on les a séparés précisément pour que y en ait un qui s'occupe plutôt de l'aspect entreprise et puis l'autre plutôt de l'aspect créancier. Mmh. Bien. La question d'actualité, actuellement, voyez-vous une augmentation des procédures de prévention, ad hoc, conciliation? Alors, tout le monde on a beaucoup entendu qu'il y aurait une vague, une énorme vague, un pic, etc. C'est pas du tout le cas. On ne constate pas ça du tout. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, elles sont beaucoup sous perfusion. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de vague de dossiers arriver, pas du tout. En termes d'amiables, on voit des amiables arriver du fait de la crise du Covid, mais là non plus, c'est pas une vague. Donc on en voit quelques-uns, mais ça me permet de souligner un point qui est extrêmement important dans cette période, c'est que pour les chefs d'entreprise, il faut absolument commencer par aborder la crise en pilotant par la trésorerie, hein, c'est-à-dire faire attention à toutes ces charges, essayer de les stopper au maximum, bénéficier des mesures d'aide, rechercher des solutions pour renforcer sa trésorerie, pour compenser la perte d'activité. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut aussi penser au redémarrage. Et ça, c'est très compliqué pour les chefs d'entreprise de leur demander ça dans une période de crise comme on la vit, où tout le monde est concentré sur cette espèce de tourbillon qu'on est en train de vivre là au niveau de la trésorerie. Mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer l'importance de quantifier son BFR de redémarrage. Parce que celui-là, s'il n'est pas couvert, eh bien, on aura beau avoir survécu à cette première partie de crise, on ne pourra pas redémarrer. Donc, premier message, piloté par cette trésorerie. Deuxième message, pensez au redémarrage. Et pour identifier si on a des difficultés. Et enfin, le dernier message qui est très important face à la crise, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui reposent sur leur bail. Le bail commercial, c'est pour beaucoup, notamment les commerces, le cœur de l'activité. Donc, perdre son bail, ça signifie la mort de l'entreprise. Pour protéger son bail, il faut absolument prendre attache avec son bailleur pour essayer de convenir d'un accord qui permette de ne pas perdre le bail à cause des impayés du loyer. Et en ce moment, pendant la crise du Covid, la conciliation a été renforcée à ce sujet-là, puisque jusqu'au 31 décembre, les présidents de tribunaux ont la possibilité d'ordonner la suspension de toute mesure en vue du paiement ou de la résolution forcée, par exemple, du bail. C'est pour ça que je fais le lien avec la question. On devrait avoir encore plus de demandes de conciliation, précisément sur cette thématique-là, de sauver le bail. Parce qu'actuellement, on a un outil qui permet de le faire et qui est extrêmement efficace. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces excellents conseils. Question de Christian. Actuellement, sentez-vous une crise économique? Hier, j'étais avec un expert comptable qui ne voyait aucune incidence pour elle ni pour ses clients. Bon, on vient d'en parler. Les entreprises sont encore sous perfusion avec le PGE. Donc, dans vos dossiers, quels sont les types de conseils qui accompagnent le plus souvent le chef d'entreprise? Sont-ils vraiment ceux dont le dirigeant a besoin? Alors, les conseils naturels de l'entreprise, ça va bien sûr être l'expert comptable. L'expert comptable qui est l'interlocuteur des TPE, PME par excellence. Vous avez très souvent aussi un avocat qui va venir faire du conseil juridique, qui va pouvoir expliquer les enjeux d'une procédure collective, etc., aux dirigeants.
Et puis, vous avez pour les dossiers de taille plus significative des conseils financiers qui vont venir bâtir les prévisions avec eux. Et c'est parfois tout à fait nécessaire pour des dossiers avec des enjeux plus significatifs d'avoir un tiers qui vient estampiller le prévisionnel ou qui vient revoir le plan d'affaires. Donc, les conseils, c'est les conseils habituels. La nature des conseils, elle va beaucoup varier en fonction de la typologie des difficultés et puis de la taille de l'entreprise. Bien sûr. Y a-t-il une responsabilité des banques dans le cadre de dégradation des cotations Banque de France de la part des banques en cas de connaissance d'un mandat ad hoc? Et si oui, comment cette responsabilité est mise en œuvre? Je pense qu'on doit être dans un schéma très classique du droit des obligations, de responsabilité et, sur la base de la démonstration d'un préjudice. Mais j'allais vous dire, je ne suis peut-être pas la plus compétente pour répondre là-dessus. Oui. Ouais. Alors, j'ai vu une question dans le chat. Alors, une question de Fanny qui nous dit « Peut-on dire qu'un administrateur judiciaire travaille en mode gestion de projet ?» En fait, on peut dire qu'un administrateur judiciaire travaille en parallèle sur plusieurs dossiers. Donc, en ça, peut-être que ça se rapproche de la gestion de projet. Ça ne reflèterait pas tout à fait la dimension humaine de nos enjeux, quand même. Alors, il y a Sylvain qui demande aussi, votre avis, Charlotte, sur en ce moment, comment réagissent les banques au cours de cette deuxième vague de Covid? Est-ce que vous sentez quelque chose? Les banques, elles ont été extrêmement sollicitées, évidemment, par la première vague de PGE. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas tout autant pour le deuxième reconfinement, même si tout a été fait pour que l'impact économique soit le plus restreint possible. Je pense qu'on aura les mêmes débats que ceux qu'on a eus pendant la première vague. Ouais. Alors, une question qui a été posée avant le début du webinaire. Je vais vous la mettre à l'écran. Alors, bonjour. En partant du principe qu'une demande de mise en redressement est faite par un gérant de SCI dans l'aval des autres associés, c'est-à-dire aucune décision prise par vote, et aussi aucune créance déclarée, l'administrateur judiciaire doit-il tenir compte de cette demande? Alors, là, je rappellerai que l'administrateur judiciaire, il est désigné par le tribunal. Donc, celui qui va avoir à se positionner, c'est pas l'administrateur, c'est le tribunal. Et donc là, sur la question, ça renvoie en fait au pouvoir interne de cette SCI. Donc, c'est un peu compliqué de répondre sur le fond, mais en tout cas, c'est le tribunal qui va avoir à statuer en premier et pas l'administrateur. Oui. Alors, une autre question qui était posée en amont, alors, ça concerne aussi la SCI. Alors, je vous la mets à l'écran de suite. Ah, ça clignote. Est-ce que ça clignote de votre côté aussi, Charlotte? Un petit peu. Ah, alors je vais recommencer. Ça, c'est là. Voilà. Alors, en SCI, la gérante refuse de nous, les associés, donner les conclusions de la dernière audience du tribunal. À qui s'adresser? Comment l'avoir? Là, je ferai la même réponse. Je pense qu'il faut regarder dans les statuts de la SCI et voir quel est le droit à l'information des associés. Je pense que ça se règle plutôt de cette façon-là. Alors, ce n'est pas la même personne qui a posé les deux questions. Mais bon. Très bien. Écoutez, je ne vois plus de questions, moi. Si tout à l'heure, j'en avais volontairement... non, c'est pas celle-là. Quel accompagnement du repreneur choisi par le... Là, je ne comprends pas la question de Fatima. Quel accompagnement du repreneur choisi par le tribunal? Peut-être que la question, c'est de savoir s'il y a de l'aide particulière pour un repreneur. Un repreneur, il doit venir avec son plan de financement bâti par lui-même. Donc, le tribunal n'a pas de pouvoir à cet égard d'accompagner un repreneur. Bon, celle-ci, on y a répondu aussi. Ah, il y a peut-être une nouvelle. Comment est nommé le liquidateur? Alors, le liquidateur, en fait, si on est en liquidation après une procédure collective, ce sera le mandataire judiciaire qui deviendra le liquidateur.
Et puis sinon, si c'est une liquidation directe, ce sera le tribunal qui assignera un liquidateur au dossier. Mmh. Bien. Sinon, quelles sont les dernières actualités, là, Charlotte? Il y a eu des changements de... Vous pouvez peut-être nous en parler? Est-ce que les nouvelles décisions du gouvernement, il y a des nouvelles aides? Vous avez deux choses. Vous avez donc les mesures d'aide économique. Vous savez que depuis le déconfinement, on avait beaucoup fonctionné sur la base du plan tourisme, qui avait été sans cesse élargi aux entreprises dépendantes des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, de la culture, de l'événementiel, du sport. Et donc, petit à petit, cette liste de secteurs dépendants des secteurs que je viens de citer a été sans cesse élargie, à tel point qu'aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se retrouvent dans le plan tourisme. Donc, le plan tourisme, il a pris le relais des mesures d'aide du premier confinement. Et puis, en septembre, quand on a eu les premières mesures de restriction sanitaire jusqu'au déconfinement, donc le couvre-feu, etc., il y a eu des nouvelles mesures d'aide qui ont été apportées. Et aujourd'hui, alors qu'on est à nouveau en reconfinement, vous avez des mesures d'aide pour toutes les entreprises et plus uniquement celles du plan tourisme. Ces mesures, quelles sont-elles? C'est exactement celles qu'on connaît depuis maintenant presque un an, malheureusement. C'est évidemment l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, le principe a toujours été le même. L'État prend en charge les salaires des personnes qui ne travaillent pas du fait d'une pénurie d'activité. L'enjeu, c'était de savoir à hauteur de combien l'État prenait à sa charge. Et donc là, dans la période de reconfinement, pour les entreprises les plus impactées, c'est une prise en charge de 100%. Donc, ça veut dire concrètement que l'entreprise a zéro de reste à charge sur les salaires des personnes en chômage partiel. Donc, c'est évidemment un outil à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez tous les outils de report et d'exonération des cotisations salariales et patronales. Là, il faut que vous contactiez l'URSSAF, votre interlocuteur habituel à l'URSSAF. Vous avez également des mesures de report, de moratoire ou d'exonération de certains impôts. Donc là, c'est pareil, il faut prendre contact avec son interlocuteur à la DGFiP. Vous avez par ailleurs des mesures de coups de pouce, pour les appeler comme ça, par exemple, pour des libraires indépendants, la possibilité de faire prendre en charge vos frais d'expédition de livres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vient limiter un tout petit peu le poste de charge, mais on sait bien que ça ne fera pas toute la différence. Vous avez quelques mesures pour les indépendants et les auto-entrepreneurs. Donc ça, je vais le dire pour les quelques-uns qui nous écoutent. La sécurité sociale des indépendants a mis en place une mesure d'aide à destination des indépendants et des auto-entrepreneurs au travers d'une prime de 1 000 € et de 500 € à aller solliciter auprès de sa sécurité sociale des indépendants. Donc, ça peut faire un tout petit peu la différence. Ensuite, vous avez le dispositif autour des loyers. Donc, le dispositif autour des loyers, si on se souvient, c'était en aucun cas de l'abandon, mais du report. Et là, vous avez un texte qui vient de sortir, qui est extrêmement important, qui est le texte de la loi du 14 novembre 2020, qui vous dit que pour les commerces objets d'une fermeture administrative, donc qui ne peuvent pas exploiter dans cette période de reconfinement, celles-ci ne peuvent pas être attaquées en paiement ou en résolution de leur bail jusque 2 mois après la fin des mesures. Donc là, si on part du principe que le 1er décembre, les magasins ont le droit de réouvrir, jusqu'au 1er février, les bailleurs n'auront pas la possibilité de mettre en demeure les entrepreneurs pour obtenir un paiement forcé ou alors obtenir une résolution du bail. Donc ça, c'est un outil qui est très, très, très important parce que ça va concrètement protéger ces structures-là. Vous avez également dans la même loi le principe qui est rétabli que les contrats d'énergie ne peuvent pas être résiliés et ils ne peuvent pas être réduits non plus dans cette période. Ensuite, donc ça c'était pour les parties, pour les économies de charges
ou l'aide à l'activité, j'allais dire. Vous pouvez aussi consulter les sites de France Relance, qui là va vraiment être du soutien à l'activité pure. Vous pouvez aussi bénéficier de mesures plus régionales, notamment pour un coup de pouce pour la numérisation des ventes pendant la période de reconfinement, avec une aide financière de l'État, là aussi, qui sera très symbolique, mais qui est toujours bonne à prendre. Et donc, sur les mesures d'aide financière, cette fois, vous avez évidemment le PGE, qui est renouvelé. On pourra demander un PGE jusqu'à la mi-2021. On pourra vraisemblablement bénéficier de mesures de conditions de remboursement peut-être un petit peu allongées. Donc, ça, c'est encore à déterminer, on attend le décret. Vous avez, en cas de refus de PGE, des palliatifs. Donc, ces palliatifs, ce sont des prêts directs de l'État, des prêts, ce qu'on appelle des prêts participatifs, des prêts FDES. Et puis, vous avez des dispositifs de prêts à taux bonifié, d'avance remboursable. Et là, donc, en cas de refus de PGE, votre contact, c'est la CODEFI, parce que c'est la CODEFI qui est en mesure d'octroyer ces prêts dont je parle. Je pense que ça fait déjà un bon tour. Je pourrais également citer le factoring garanti par l'État qui peut venir là vous trouver une solution de financement de votre BFR. Ça, c'est bien aussi, ça. Très bien. Une dernière question, Charlotte. L'administrateur peut-il demander des sanctions à l'encontre d'un dirigeant qui a commis des fautes de gestion? Alors, non, l'administrateur n'a pas le pouvoir de sanction. C'est le mandataire liquidateur qui a ce pouvoir-là, d'engager des poursuites. Et donc, il a le pouvoir d'engager ces poursuites, mais c'est le tribunal qui est décisionnaire. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte. Parce que la dernière question, là, on en a déjà parlé. Quel est le coût global, pourcentage du chiffre d'affaires je vais vous la mettre, mais quel est le coût global, pourcentage du chiffre d'affaires, liquidateur, conseil pour l'entreprise dans la mise en œuvre d'une procédure? Vous en avez parlé, hein, il y a des barèmes en fonction de tout ça, mais si vous voulez. Je peux le redire. Pour l'administrateur judiciaire, le coût, il est donc légal, en progressif en fonction de critères que sont le chiffre d'affaires, l'effectif, etc. Et pour les conseils habituels, ça, c'est à négocier directement avec votre expert comptable, avec votre avocat, qui doivent être aussi en mesure de proposer des honoraires proportionnels à l'entreprise, parce que il faut que ce soit viable pour l'entreprise. Bien sûr. Vous avez quelques systèmes d'assurance qui prennent en charge ces frais-là. Des frais d'intervention d'un administrateur judiciaire, d'un conciliateur, d'un mandataire ad hoc, mais aussi des frais de conseil. Donc, alors le coup de se renseigner. D'accord. Et un administrateur judiciaire peut-il être en même temps l'expert comptable? Non. Bien. D'aucune façon. Bien. Bon, on en restera là. Je fais un dernier message dans le chat. OK. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. C'était très clair. J'espère que ce webinaire aura plu au plus grand nombre. De toute façon, donc vous retrouverez ce webinaire en replay. Moi, je vous annonce le webinaire des 2 prochaines semaines. Donc là, c'est avec on s'est engagé avec l'association HOP. Ça se met à clignoter. Je recommence. L'association HOP, voilà. L'association HOP qui soutient tous les entrepreneurs quand survient un handicap pour maintenir l'entreprise en activité. Ils accompagnent aussi les créateurs et les entrepreneurs en situation de handicap, et ils ont toute une communauté d'entrepreneurs en situation de handicap. Donc la semaine prochaine, entreprendre avec confiance en l'avenir à l'heure de la Covid, est-ce un pari impossible? Ce sera avec Guy Tisserand, qui est président et cofondateur de TH Conseil, une entreprise de recrutement. C'est un monsieur qui est en situation de handicap et qui est également un ancien joueur paralympique handisport de tennis de table. Et la semaine suivante, nous allons entreprendre et rebondir. Est-ce un sport de haut niveau? Ça sera avec Sylvain Payette, président de Agile et nageur handisport, et de Anthony Martin, cofondateur du groupe TRG et ancien judoka paralympique.
Voilà, donc deux webinaires spéciaux avec l'association HUP. Merci beaucoup Charlotte. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, vendredi 14 h. Merci à tous, bye bye, bon week-end.